Donc, merci à tous d'être encore avec nous. Maintenant, j'ai le plaisir du coup, de vous présenter cette partie un peu plus conférence après cette assemblée. Donc, cette conférence-là s'appelle «Le futur est ici, imprimé intelligent et imprimé antimicrobien». Là, c'est vraiment bizarre. Le temps que j'arrive à me sortir de ce problème de ce problème d'ordinateur, je vais vous dire que la plupart du coup des résultats que je vais partager avec vous aujourd'hui sont en fait des résultats qui ont été obtenus dans le cadre de la chaire dont je suis la titulaire. Donc la chaire de recherche industrielle dans les collèges du CRSNG en fabrication d'imprimés fonctionnels. Donc fabrication est mis en gras parce que vraiment l'une des choses dont ici est le meilleur, en particulier dans la recherche industrielle, c'est la fabrication et l'industrialisation de solutions novatrices, qu'elles soient imprimées ou pour donc qu'elles soient imprimées ou qu'elles soient faites pour des produits imprimés. Hop, voilà, ça va aller mieux. Donc, comment en est-on arrivé à des imprimés fonctionnels? Donc, c'est toute une histoire. La plupart du temps, quand je commence mes présentations, mes conférences, j'aime partager les trois définitions que j'ai finalement de l'impression. Donc, il y en a une qui est un petit peu celle qui est historique et qui explique pourquoi il y a eu l'invention de cette incroyable technologie. C'est que vraiment, l'impression est l'ensemble des techniques qui permettent la reproduction de signes et de symboles sur un support en grande quantité pour la diffusion de masse d'une information. C'est vraiment comme ça que du coup c'est apparu. Il y a eu un moment un besoin de pouvoir partager la même information de manière écrite et de pouvoir la conserver. La seconde définition que j'utilise, c'est une qui est un petit peu plus du domaine de la physique, puis qui a beaucoup aidé à la standardisation et la deuxième et troisième révolution industrielle de l'imprimerie. C'est que l'impression est l'ensemble des techniques qui permettent la reproduction de formes et de couleurs. On fait ça en fait en jouant avec la matière et en jouant à comment la matière est capable de transformer la distribution spectrale de la lumière visible. Donc, c'est vraiment dû à ce modèle avec l'illuminant, l'objet et l'observateur. Donc, on est un peu des magiciens, on transforme la matière pour en changer la couleur. La troisième définition, elle, c'est celle, du coup, je fais mon doctorat là-dedans, puis ça doit faire une dizaine d'années que je joue avec cette définition-là. C'est que l'impression est l'ensemble des techniques de fabrication additive avancée qui permettent de déposer un film sous forme liquide, un film de matière sur un support, mais avec une forme et une épaisseur choisies. C'est grâce à cette définition-là, finalement, qu'on a pu avoir la convergence de différentes disciplines. C'est pour ça que l'électronique, par exemple, a un intérêt pour les procédés d'impression. Typiquement, tout ce qui est biomédical peut avoir un intérêt. On a parlé d'enzymes, de choses comme ça. Donc, alimentaire aussi. Donc, on peut vraiment... L'impression 3D vient aussi de cette définition-là. Donc, vraiment utiliser le fait que c'est un procédé de manufacture additif. Donc, on n'a pas de perte finalement de la matière qui est parfois très précieuse. Comme c'est le cas en électronique imprimée, des fois on imprime des choses de l'or, du cuivre, enfin le cuivre non ça va, de l'or, du platine, ça peut être très onéreux, des nanoparticules d'argent par exemple. Donc c'est cette définition-là qu'on va garder en tête pour la suite de la conférence. Ce qui est important en tant qu'imprimeur, c'est finalement comment avoir la bonne stratégie d'innovation, que ce soit pour l'électronique imprimée ou que ce soit pour changer de vernis avec de nouvelles apparences colorées. Finalement, c'est de choisir la bonne fonction, la bonne nouvelle fonction qui est capable de répondre aux besoins d'un de nos clients, d'avoir la bonne stratégie d'innovation qui correspond à son entreprise, donc pour monter le meilleur projet. Alors, qu'est-ce que j'entends par fonction? Les produits imprimés ont déjà différentes fonctions. Par exemple, ce sac en carton protège, informe, attire. Un journal, par exemple, informe aussi. Et finalement, un emballage de carton, donc une boîte en carton primaire, ou là en primaire, on regarde primaire, facilite les étapes de la chaîne logistique et protège son contenu. Donc, les imprimés ont déjà des fonctions. Donc, Après, ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'on peut rajouter des fonctions? Puis en particulier, celles qui nous intéressent ici, c'est celles qui vont permettre encore plus de connecter nos objets imprimés à leur environnement.
Donc, est-ce qu'on est capable de mesurer ce qui se passe dans l'environnement de la boîte, l'environnement du produit qui est contenu dans cette boîte ou l'environnement de ce magazine? Est-ce qu'on est capable d'analyser plus vite ces données-là pour en tirer les bonnes conclusions? Et est-ce qu'on est capable de communiquer l'information la plus pertinente, donc c'est-à-dire l'information qui est juste nécessaire, qui est transmise au bon récepteur, qui est capable vraiment. Donc le récepteur aussi doit être capable de comprendre cette information, de la traiter, peut-être faire d'autres types d'analyses et la transmettre aussi de façon sécuritaire. Donc on ne veut évidemment pas se faire voler certaines données. Puis si on est capable de faire ça, ça ouvre la porte à des solutions distinctives, autant en termes de produits qu'en termes potentiellement de services. Donc, pour aller là-dedans, il y a toute une analyse que j'aime beaucoup faire, puis moi j'appelle stratégie d'innovation. Il y en a plusieurs qui sont disponibles, il y en a certainement des meilleures que celle-ci, mais celle-là, je trouve qu'elle est assez simple à expliquer, puis surtout, elle met un petit peu le ton quand on a des personnes qui viennent nous voir en disant ah, il faut que je fasse de l'innovation. Ok. Oui, il faut faire de l'innovation, mais il faut essayer de voir, il y a toute une stratégie à mettre en place et surtout, il faut laisser la boîte à outils, donc c'est-à-dire le comment est-ce qu'on va le faire, un petit peu de côté, au moins dans toute la partie stratégique de notre projet. Donc je sais que les ingénieurs, les chercheurs comme moi, on a tendance toujours à dire ah, c'est possible, on va le faire comme ça, puis on triple là-dessus. Mais non, il faut laisser la boîte à outils de côté, au moins pour les 6 points que je vais vous détailler. Enfin, le 5, on en parle un petit peu. Donc, tout d'abord, connaître les tendances. Donc, les grandes tendances en ce moment, je veux dire, puis surtout celles qui se sont renforcées à cause de la COVID-19. Puis justement, on sait que maintenant, le marché va être beaucoup plus sensible et va faire beaucoup plus attention à la provenance des aliments, à être sûr qu'il y a une grande traçabilité, autant des différents ingrédients qui pourraient être dans chacun, par exemple, un produit alimentaire de ces différents ingrédients. Si c'est un médicament, bah oui, il y a aussi les différents composants, d'où ça vient, comment ça a été transformé, quels sont tous les points de la chaîne logistique par lesquels ça a transité, combien de temps c'est resté, est-ce qu'il y a certaines températures que ça aurait pu dépasser. Donc ces questions-là, on sait que les personnes vont être beaucoup plus sensibles, ce qui veut dire qu'elles vont avoir beaucoup plus de valeur. Donc peut-être ça vaut la peine que nos emballages, ou je ne sais pas, par exemple, nos magazines commencent un petit peu plus à répondre à ces questions-là. Donc, il y a vraiment un grand besoin de sécurisation et d'augmenter l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne de valeur. Donc, être sûr de bien identifier mon produit. Donc, ça permet d'avoir des systèmes anti-contrefaçon, par exemple. Améliorer l'expérience du consommateur, ça c'est sûr que c'était une tendance qui était importante avant. Elle passe un petit peu en deuxième, même si je l'ai mis en premier dans ma liste, mais c'est sûr qu'augmenter l'interaction entre le produit et le consommateur, mais en passant par l'emballage, peut être extrêmement important parce que finalement, c'est le premier contact que le client final va avoir avec votre produit. En général, c'est l'emballage, okay, à moins que le produit soit déjà un produit imprimé. Mais on peut rajouter du contenu virtuel. Augmenter la fidélisation de cette clientèle-là. Après, communiquer donc sur l'intégrité du produit, donc c'est sûr, assurer de l'authenticité du produit, assurer la qualité, l'hygiène de ce produit-là, en particulier si c'est pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire, c'est extrêmement important. Permettre aussi d'avoir des inventaires plus intelligents, faire des prévisions d'achat en avance, faire des achats sans contact. Donc c'est l'une des grandes tendances qu'on voit pour Amazon, etc. Comment est-ce qu'on peut avoir des magasins dans lesquels il n'y ait plus besoin de passer à la caisse, par exemple. Donc, on sait que tout notre monde s'en va là-dedans. Et autant on peut rajouter des fonctions aux produits déjà imprimés, autant certaines de ces fonctions intelligentes peuvent être imprimées. Mais tout d'abord, il faut cartographier le besoin client. Donc, c'est le what's in it for me, c'est plutôt le what's in it for the customer of my customer. Donc, c'est potentiellement cibler un client champion. Donc, si vous êtes un producteur de produits imprimés, avec lequel finalement vous allez développer cette culture d'innovation, puis essayer de tester très rapidement possible diverses nouveautés, des nouveaux produits, peut-être faire des petites séries avec cette nouvelle fonction pour tester le marché de manière très rapide. Cibler ses clients à lui, parce que oui, si votre client qui achète vos produits imprimés est capable de répondre aux besoins de son client, c'est sûr que lui, il va en vendre plus et vous allez en vendre plus. Donc finalement, c'est avoir ce dialogue et d'être en équipe avec avec votre client.
pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui est distinctif chez lui. Est-ce que c'est par exemple l'approvisionnement de tel ingrédient qui rentre dans le produit qui est emballé par cet emballage-là? Est-ce que c'est avoir des stocks les plus petits possibles et ça va leur faire gagner beaucoup d'argent? Donc oui, il va y avoir un intérêt à avoir un emballage plus intelligent, typiquement. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Puis généralement, c'est pas ce à quoi on pense, au départ. Donc il y a besoin d'avoir un bon remue-ménage pour arriver à trouver les bonnes solutions et les faire avec ce client champion. Après, des besoins à l'idée, tout un chemin. Donc, c'est sûr qu'il faut connaître les tendances, il faut comprendre les besoins. Là, je vais vous donner un exemple qui est un petit peu fou, enfin, qui a l'air un peu fou, mais je vous assure que c'est un vrai exemple. J'avais une discussion sur quelqu'un qui me disait « Ah, j'ai été contacté par un client qui fait du homard en Gaspésie, puis il faut vraiment qu'on trouve une façon d'authentifier que c'est le bon homard qui vient vraiment de la Gaspésie, etc. » Donc, il y avait un besoin pour la personne qui finalement pêchait et vendait ses homards, c'était de rassurer le consommateur sur le lieu de pêche de ces fameux homards de Gaspésie. On sait que les grandes tendances, c'est la traçabilité, la sécurisation de la chaîne logistique, la lutte contre la contrefaçon. Donc, on savait finalement que ce besoin était quand même dans les grandes tendances, donc il y avait plus de chances qu'on ne prenne pas un gros risque puis qu'on ne se trompe pas finalement en apportant une réponse puis en faisant un projet de développement pour ça. Donc les fonctions qu'on a regardées, c'est comment assurer l'intégrité finalement de la boîte dans laquelle il y avait le homard ou du homard lui-même, être capable de faire une identification dynamique de où se trouvait cette boîte ou ce homard lors de la chaîne logistique. Et on a besoin de communiquer. Donc là, c'est différentes fonctions qu'on a regardées. Puis, évidemment, on a eu l'idée un petit peu folle. Est-ce qu'on peut faire des élastiques à pinces connectés? Okay. Puis avoir une boîte qui est qui permette que ce soit inviolable. Okay. Donc une façon de dire au consommateur cette boîte n'a jamais été ouverte depuis qu'on a mis le homard dans le carton en Gaspésie. Puis on s'est également dit peut-être qu'il faudrait avoir un quick win, c'est-à-dire une solution intermédiaire qui permettrait de voir est-ce que finalement ça a vraiment un impact sur le consommateur. Puis on s'est dit on va mettre des dispositifs. Enfin, on avait conseillé, mettez des dispositifs juste des traceurs dans ces boîtes. Puis finalement, la première solution est tout à fait pertinente. Puis je suis même pas sûre que ça soit allé jusqu'au consommateur parce qu'il n'y a pas eu besoin en fait que l'ICI participe à ce projet-là parce qu'on n'est jamais allé jusqu'à l'idée des pinces connectées, etc. Mais le cheminement était le bon, puis ça a bien répondu à l'une des attentes et du client, puis du consommateur final. Donc, c'est un exemple un peu drôle pour vous expliquer tout ce chemin-là. Puis, plus le projet de recherche est petit, plus il a de chances de fonctionner également. Donc, finalement, les pinces de homard connectées, c'est pas pour tout de suite. Est-ce réaliste, autant pour le marché que pour fabriquer le produit? Donc, c'est sûr que là, il y a un petit peu de boîte à outils. Est-ce réaliste? Est-ce qu'on va être capable quand même de le faire? Je veux dire, c'est sûr qu'il y a quand même des limites technologiques qui existent. Donc, il ne faut pas non plus réinventer inventer complètement un nouveau domaine de la physique pour réaliser notre produit. Alors également, est-ce que le marché est prêt? Quand on parle d'innovation de rupture, c'est un peu difficile de quantifier si ça va vraiment, le marché va être vraiment prêt ou pas. Par contre, si on connaît bien les grandes tendances, on a moins de chances finalement de se tromper. Okay. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a vraiment un besoin ou un désir pour ce type de produit ou de service? Est-ce que les clients finaux pensent qu'ils vont l'acheter? Peut-être faire des petites séries va nous aider. Est-ce que le concept est clair? Est-ce que le produit peut être fabriqué, etc. Est-ce que l'idée est gagnante? En gros, est-ce que le produit est compétitif? Quel est son avantage concurrentiel? Combien de temps je vais garder mon avantage concurrentiel? Comment est-ce que vont répondre mes compétiteurs? Parce que si j'ai investi énormément d'argent pour faire de la R&D, tester le marché, pour être le premier, mais finalement mon avantage compétitif, je le garde 2 mois, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc ça, il faut se poser la question. Est-ce que l'entreprise peut être compétitive? Donc est-ce que j'ai les bonnes ressources? Est-ce que j'ai la bonne organisation? Et finalement, la vraie question qui tue à peu près une grande partie des projets, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Donc, est-ce que le risque est acceptable? Est-ce que le retour sur investissement on peut dire quand est-ce qu'on va l'avoir ou est-ce qu'on va l'avoir jamais? Est-ce que les risques sont acceptables? Est-ce que finalement, ce produit-là, cette innovation-là, s'intègre vraiment dans la stratégie de l'entreprise à ce moment-là? Ou est-ce que finalement, c'est toute la stratégie de la culture de l'entreprise qu'il faut changer pour faire ce produit? Donc, peut-être pas que c'est la meilleure idée. Voilà. Donc, c'est beaucoup de questions auxquelles il faut se poser avant même de se dire, OK, quelles sont les innovations? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui techniquement, finalement, existe déjà et vers où je pourrais aller?
Parce qu'après, du côté de l'Institut, si c'est un petit peu les devoirs que donnent aux entreprises, si ce bout-là est fait, on est capable de dire, OK, c'est un petit projet, c'est un gros projet. Est-ce qu'on va d'abord faire un prototype pour vérifier, pour démontrer finalement au client à quoi ça va ressembler, puis le genre de performance qu'on veut atteindre? Est-ce qu'on va faire une toute petite série très rapide, un deuxième pour juste tester le marché, pour voir si ça vaut la peine d'investir plus? Donc ça, c'est des étapes que l'on suit. Et finalement, la stratégie d'industrialisation, donc ce pourquoi on est, en tout cas, ce dans lequel on est spécialisé, ce qu'on va chercher à faire, c'est évidemment monter en échelle, c'est-à-dire augmenter le volume pour atteindre celui qui est requis par le marché, mais tout en adaptant les équipements, les méthodes, les consommables à des vitesses plus hautes, à des temps de production plus longs, en minimisant l'impact sur l'environnement et la société, des solutions que l'on va industrialiser, et en réduisant les coûts de production. Voilà. Donc tout ça, c'est la mise en bouche, la mise en bouche pour nos stratégies d'innovation et notre stratégie d'industrialisation. Maintenant, je vais un peu revenir à certains points dont Laurette a parlé. C'est comment est-ce qu'on est passé de la chaîne graphique à la chaîne fonctionnelle. Donc, la chaîne graphique, de manière générale, c'est différentes étapes qui permettent de répondre à un cahier des charges d'un produit imprimé. Donc, tout à droite, vous avez le cahier des charges donné par le donneur d'ordre. On a besoin de formuler de l'encre, on a besoin d'une partie pré-presse, on va fabriquer notre matériau, on peut avoir des procédés complémentaires, des étapes de finition, puis extrêmement important, la contrôle qualité, différentes méthodes de caractérisation pour s'assurer qu'on répond vraiment au cahier des charges du donneur d'ordre. Ça, c'est la chaîne graphique conventionnelle. Maintenant, allons à la chaîne fonctionnelle. On ne change pas tant de choses que ça. Donc, Laurette vous en a déjà un petit peu parlé. Finalement, on va enlever les pigments qui sont choisis pour leur apparence colorée, puis on va les remplacer par des pigments ou des matières qui ont une autre fonction. Est-ce qu'elles sont conductrices? Donc, on va par exemple utiliser des flocons ou des nanoparticules de certains métaux. Est-ce qu'elles ont des propriétés électrochimiques? Est-ce que justement elles sont isolantes? Est-ce qu'elles font des réactions? Donc, on peut avoir des enzymes, on peut avoir plein de choses possibles. Il faut adapter les autres composants de l'encre pour être sûr que les autres composantes pour être sûr que ce soit imprimable. Puis ça, je vous avoue que c'est imprimable et séchable, ça c'est assez compliqué. Mais c'est ça. C'est l'une de nos forces, puis c'est l'un de nos gros défis à chaque fois en industrialisation d'imprimés fonctionnels. Un gros bout aussi, c'est assurer que le contrôle qualité soit le bon. Parce que là, on va moins mesurer la couleur. La couleur nous renseigne toujours. Il y a toujours une corrélation entre la couleur, même si ce n'est pas ça la fonction, et la quantité de matière, mais jusqu'à une certaine épaisseur. Mais quand on veut mesurer la conductivité intrinsèque d'un matériau en ligne, quand on en dépose, nous on roule jusqu'à 35 mètres minutes, il y a des choses à faire. Donc ça peut être un défi aussi auquel il faut répondre. Ce qui change, ça va être donc les matériaux et les motifs fonctionnels. Donc, je vous ai déjà parlé des matériaux dans les angles, puis les motifs fonctionnels, c'est sûr que ça ne va plus être du texte, ça ne va plus être des images, ça ne va plus être des motifs et des symboles, mais ça va être, par exemple, pour l'électronique imprimée, ça va être au lieu qu'une batterie soit ronde, enroulée ou à plat comme une pile bouton, finalement, elle est toute plate. Donc, on est capable de comment est-ce qu'on peut traduire des dispositifs qui sont tridimensionnels avec vraiment 3 dimensions conséquentes en quelque chose qui est fait de différentes couches, donc plein de couches à 2 dimensions avec des épaisseurs. Donc ça aussi, il faut apprendre, ça c'est un petit peu une petite différence. Et potentiellement, est-ce qu'on a besoin de faire de l'intégration? On n'est pas encore capable de tout faire par procédé d'impression, puis il y a l'électronique imprimée hybride qui existe, qui permet de mettre finalement des composants qui ont toute l'intelligence nécessaire, mais que si on met un ou deux composants, on garde toujours, par exemple, notre étiquette intelligente va rester flexible, notre livre dans lequel on va le mettre va rester pliable, notre emballage ou notre poche de plastique va rester du coup flexible, même si on met un ou deux composants, il n'y aurait pas trop de soucis. Puis on a l'intelligence et on garde la flexibilité, donc on a le meilleur des deux mondes. Donc, il y a des choses qui changent, mais les étapes restent les mêmes, les compétences restent les mêmes également. Donc, on a vraiment besoin, c'est ça, de toutes les compétences de la chaîne graphique, mais on a besoin de complémentarité, de multidisciplinarité. Puis il y a cette photo que j'aime beaucoup qui montre une partie de l'équipe en train de travailler sur la presse. Puis vraiment, vous attirez votre attention sur le fait que sur cette photo, plus la personne qui prend la photo, j'ai 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 disciplines différentes. J'ai des personnes qui sont en train d'avoir donc un deck jusqu'à des personnes avec un postdoc sur cette photo-là, ou des personnes, ça fait 30 ans qui travaillent sur des presses et en production. Puis c'est grâce à toute cette diversité-là, vraiment qu'on est capable de réussir les projets pour nos partenaires. Parce que nos partenaires industriels, eux, ne vont pas forcément avoir cette disciplinarité-là, mais nous, oui. Et c'est comme ça qu'on peut réussir à faire du transfert technologique. D'autant plus qu'on est soutenu par un écosystème, justement, que s'il nous manque une partie des compétences ou des disciplines, donc on va voir au collège avec donc les professeurs, les étudiants, les différents départements. On est également soutenu par un réseau stratégique avec donc il y a 18 profs dans 14 universités plus le collège. Donc c'est un réseau stratégique du CRSNG en électronique imprimée verte dont nous faisons partie. Il y a également les centres, les CCTT dont je vous parlais avant, puis les CAT, les centres d'accès à la technologie, qui peuvent nous soutenir et au Québec et dans le reste du Canada. Et tout ça ayant pour objectif de former des étudiants, de supporter l'industrie et de positionner le Canada à la pointe de l'innovation. Donc, ça, c'était deuxième mise en bouche. Et maintenant, allons un peu plus parler de ces imprimés antimicrobiens et plus intelligents. Donc, des imprimés du futur, mais un futur qui n'est pas si lointain. La réflexion a débuté... Oh oui. Il faut que j'aille un peu vite. La réflexion a débuté en avril 2020. Donc, on a créé, en tant que CCTT, comment est-ce que finalement on peut soutenir notre communauté, l'enseignement collégial et surtout nos partenaires industriels, autant en communication graphique qu'en électronique imprimée. Donc, on a eu un groupe de travail avec des professeurs et des professeurs du collège, des professionnels de l'ICI. Puis, on a une liste d'actions à court terme et d'objectifs pour l'année. Ce qu'on a décidé, l'objectif que l'on s'est donné, c'est diminuer les risques de contamination et rendre les imprimés plus sécuritaires à manipuler. En particulier, nous, on nous dit, je sais pas, quand on va dans la pharmacie ou ailleurs, si vous touchez quelque chose, il faut l'acheter. Mais comment je fais pour avoir ma liste d'ingrédients? Comment je fais pour savoir que même si je le prends et que je le touche, est-ce que je vais potentiellement pas être contaminé par quelqu'un qui l'aurait touché avant? Donc pour avancer, on a décidé en plus de supporter les étudiants parce qu'on savait qu'ils allaient potentiellement avoir plus de mal à avoir du travail pendant l'été. Donc on a eu la chance d'avoir 7 étudiants avec nous l'été qui ont beaucoup travaillé sur ces projets-là. On a décidé d'évaluer des solutions commerciales, mais aussi de définir les solutions qui étaient manquantes après avoir évalué ces solutions commerciales pour définir des besoins de recherche industrielle et les proposer à nos partenaires industriels. Et donc, il y avait deux voies, des imprimés intelligents pour détecter la contamination avec des biocapteurs, par exemple, et des imprimés antimicrobiens ou sanitaires pour diminuer la contamination avec des surfaces qui soient antibactériennes, antivirales ou antifongiques. On va passer ce slide-là. Par exemple, des imprimés intelligents, c'est un très bon exemple de ce qu'on a été capable de faire. Puis Laurette en a parlé. On a besoin dans ces systèmes qui ont besoin de communiquer, d'analyser, il y a besoin d'une source d'énergie. Donc, on a développé toute une expertise pour permettre de fabriquer des batteries salines en continu sur notre presse avec des partenaires industriels. Également, on est capable de communiquer. On a fait des exemples de tags, d'étiquettes totalement imprimées. Donc ici, vous avez à votre gauche, vous avez une carte d'affaires intelligente qui permet de se connecter à une vidéo justement où on donne un exemple de fabrication. Puis on a également réalisé des cocardes de conférences connectées avec lesquelles on avait accès finalement à l'agenda de la conférence, etc. Et tout ça mis ensemble nous permet en fait de faire des étiquettes intelligentes, des emballages intelligents ou d'autres imprimés intelligents qui permettent de mesurer finalement l'environnement ou avec des parties avec des biocapteurs. Donc voici un exemple de capteur de température. Donc ça, c'était un système qui est purement électronique et rigide. Et on a fait un prototype pour voir est-ce que ça valait vraiment la peine. Donc on a branché ce bidule-là à une de nos batteries totalement imprimées sur presse. Ayant validé en fait le prototype, on a lancé un grand projet de 3 ans de développement pour des étiquettes intelligentes adaptées pour des emballages. Donc on a un produit qui va être commercial et tout imprimé et tout flexible avec seulement un composant électronique et puis qui va permettre de pouvoir donner la bonne identification, la bonne information produit, donner l'historique de la température. Donc ça, c'est un bon exemple d'imprimé intelligent. On est également en train de développer des capteurs, des biocapteurs justement pour bactéries et virus. En tout cas, on travaille là-dessus avec des partenaires.
La seconde avenue donc, était la partie imprimée avec des surfaces sanitaires, donc antivirales, antifongiques, antimicrobiennes. Donc autant il est possible de créer des emballages avec des surfaces qui soient potentiellement amovibles. Donc quand finalement vous amenez cet emballage à la maison, vous pouvez enlever les parties qui potentiellement seraient contaminées. C'est vrai que c'est important de ne pas... Enfin, l'un des problèmes que l'on voyait, c'était l'augmentation des suremballages, justement pour éviter la contamination quand on revenait à la maison avec nos emballages. Donc, une façon finalement de ne pas trop créer de suremballage, peut-être, c'est ces parties amovibles, ou alors ces surfaces qui seraient imprimées avec des encres fonctionnelles et qui permettraient soit d'avoir un revêtement qui empêche le dépôt des contaminants à la surface du support, soit si le contaminant va à la surface du support, qu'il soit détruit. Donc là où nous en sommes, nous avons testé différents encres et vernis antimicrobiens commerciaux. Donc nous, déjà, on a eu du mal à en avoir beaucoup, mais on en a eu 4. Ils n'ont pas, l'une des premières choses qu'on a remarqué, c'est qu'ils n'étaient pas tous testés antivirales, donc anti-Covid. Donc ça, c'est une chose qu'il va falloir que l'on fasse. La plupart étaient à base d'eau et plutôt adaptés pour des supports cellulosiques et requéraient un séchage important, de préférence infrarouge. Les prix variaient de 5 à 25 dollars canadiens le kilo. Nous avons évalué leur imprimabilité, mais aussi évalué leur performance intrinsèque, c'est-à-dire la performance, si je mets beaucoup de ce vernis, est-ce qu'au moins je suis sûre que ça va tuer des bactéries? Donc il y a différents niveaux de bactéries, également des virus, mais pour des bactéries et des virus plus dangereux, on va dans des laboratoires spécialisés. Et ce que nous souhaitons faire par la suite, c'est évaluer la consommation sur presse en fonction de la performance et en fonction du coût. Est-ce que finalement, c'est le vernis le plus onéreux? Donc, je vais avoir besoin d'avoir une consommation la plus basse avec la meilleure performance ou pas? Donc, tout ça, c'est des choses qu'on est en train de mesurer. On a également décidé qu'il y avait certaines avenues pour de la recherche industrielle, en particulier pour des solutions à base de solvants qui soient adaptées pour des plastiques, parce qu'il y avait un gros manque au niveau des solutions commerciales. Donc nous avons sélectionné différents matériaux antimicrobiens. Par exemple, à votre droite, vous avez un exemple, une boîte de pétri, les 4 carrés qui sont entourés. Si on regarde bien en détail, on voit qu'il n'y a pas les tout petits points blancs qui sont les colonies de bactéries. Donc finalement, à ces endroits-là où on a mis nos matériaux et nos prototypes de formulation, on a bien été capable de contrer le développement des bactéries. Donc oui, il y a un effet bactéricide de ces surfaces-là. Donc, comme je l'ai dit, on a fait des preuves de concept de vernis, on a fait des tests sur des bactéries de type 1, puis on va aller sur des tests bactéries de type 2 et sur des virus à l'extérieur. Et on veut développer ces différentes formules, mais là avec des partenaires industriels. Puis je vous lance un appel si ça vous intéresse, parce que dans tous les cas, on ne peut pas formuler une encre sans savoir quel procédé, quel support pour que ce soit vraiment industrialisable. On a besoin d'un cahier des charges et donc d'un partenaire industriel. Et après, évaluer la consommation et les performances en fonction du coût. Donc voici où nous en sommes. Puis, grâce aux travaux qui ont été réalisés par les étudiants et les profs depuis avril, on a vu qu'il y avait un manque d'équipement au laboratoire à l'ICI. Donc, nous avons fait une demande pour le Fonds des occasions exceptionnelles Covid-19 de la Fondation canadienne de l'innovation. Et nous avons le grand honneur d'être parmi, je pense que c'est un peu moins, moi j'ai vu 5 collèges qui l'avaient eu, il y en a peut-être un peu plus, mais en tout cas, c'est pas beaucoup. Nous avons le grand honneur d'avoir reçu cette subvention pour un équipement dédié à la manipulation de manière sécuritaire de nanoparticules et de solvants. Donc, on a eu cet argent-là pour payer l'équipement, son installation et sa certification. Donc, autant nous avons les compétences que nous avons développées, nous avons les bons équipements. Et donc, la propriété intellectuelle de tout ce qui a été développé pour le moment dans les emballages avec les surfaces antivirales, antibactériennes, et la propriété de l'ICI parce que nous cherchons des partenaires industriels. Je tiens à remercier du coup les différents étudiants qui ont travaillé ou qui sont encore en train de travailler sur ces projets-là, puis les enseignants en libération avec l'ICI qui nous soutiennent et qui soutiennent les étudiants dans leur travail. Donc merci beaucoup. Et on se répète un petit peu, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des intérêts, soit pour des surfaces sanitaires, soit pour d'autres projets d'innovation, parce que grâce aux différents paliers de gouvernement et aux différents types d'organismes subventionnaires, on peut aller subventionner jusqu'à 80% des coûts d'un projet de R&D. Je vais passer à la période de questions. Il nous reste 4 minutes. J'espère que ça va suffire. Je vais voir dans le chat si vous avez des questions.
Il y a Marianne qui demandait, est-ce que l'Institut offre des formations pour mieux comprendre les imprimés fonctionnels? Alors oui, il y a des séminaires publics, mais il y a également des possibilités de faire des formations sur mesure parce que potentiellement, il n'y a pas tous les types d'innovations qui intéressent certains des partenaires. Donc laissez-nous savoir vos besoins, puis ça nous fera plaisir d'y répondre. Nous avons une Alors, y question. a-t-il Oui, de Monsieur Sébastien Gabardino. Y a-t-il des matériaux que vous ne pouvez pas intégrer à cause de Oui. leur toxicité ou d'autres raisons? Ben oui. Là, la réponse serait oui. Puis, par exemple, dans tous les cas, pour les produits, ben, c'est sûr que si c'est antibactérien, par exemple, et antiviral, il y a potentiellement il y a besoin de faire des tests pour savoir à la manipulation qu'est-ce qui pourrait se passer, quelle serait la toxicité. Donc là, on va être soutenu par des laboratoires spécialisés indépendants pour faire ces tests-là. Alors, est-ce que les formations sur mesure sont en partie subventionnées? Oui, oui, il est possible. Après, c'est des subventions qui vont vous être... Enfin, il va falloir que vous voyez avec Emploi Québec dans votre entreprise, puis vous aurez directement la subvention. Mais vous pouvez nous contacter, puis Si je on peux pourra rajouter, regarder dans les détails. Ouais, vas-y. au niveau de Revenu Québec, bon, ce n'est pas une subvention, mais nos services de formation sur mesure et consultation peuvent vous permettre d'être admissible à un crédit d'impôt pour services d'adaptation technologique. Donc, vous pourriez aller chercher éventuellement un crédit d'impôt sur les coûts de votre formation sur mesure. On va vous laisser encore quelques moments, puis peut-être qu'on va conclure. Puis justement, on va vous laisser nos coordonnées pour que vous puissiez nous contacter, si vous avez des questions encore qui vous viennent à l'esprit. Je pense on va continuer. Je voulais terminer cette présentation juste par des petits exemples. Donc, par exemple, on a une boîte lumineuse que l'on a faite et justement qui est capable d'être je veux dire, la source d'énergie du couplage inductif, c'est-à-dire que la boîte finalement est vide, puis c'est une antenne qui vient récupérer l'énergie de l'environnement et qui permet de faire briller les petites LED qu'on a mis. Donc c'était vraiment un démonstrateur rapide. Au milieu, vous avez également donc un test qu'on fait sur une batterie que nous avons imprimée sur presse. On voit qu'elle fait presque 1,5 volts, 1,497, c'est quand même acceptable. Puis tout à votre droite, vous avez un exemple d'une vieille production de batterie. Donc c'était la première fois qu'on en faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On n'avait pas assez de couloirs à l'Institut pour pouvoir, c'est ça, pour pouvoir échantillonner puis numéroter Et chacune pourtant, de... notre bâtiment est grand. Donc, Et c'est notre pour vous bâtiment dire. est grand. C'est ça. Et j'en profite également pour remercier tous nos partenaires académiques, les organismes subventionnaires, nos partenaires industriels, nos partenaires associatifs. Donc, remercier le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le ministère de l'Enseignement supérieur et le CRSNG, le Conseil de la recherche de la science naturelle et du génie du Canada. Je voulais un merci tout particulier à André Dion et Charlotte Pelletier, donc ils partent tous les deux à la retraite cette année, après 23 et au moins 25 années de bons et loyaux services pour l'Institut, également à toutes les personnes qui ont travaillé à l'Institut avant. Puis, donc, merci encore une fois et bravo à toute l'équipe de lycée et du collège à Amtic. Puis, je vous ai mis ces photos-là. Donc, vous voyez l'honorable Mélanie Joly qui est en train de se voir expliquer par l'un de nos chercheurs finalement qu'est-ce qu'on fait ici. Puis en bas à droite, il y a une photo avec Marc Fortin qui est le vice-président opération du CRSNG. Et je suis extrêmement fière de pouvoir vous dire qu'il a été impressionné par nos travaux. Donc, si on est capable d'impressionner Marc Fortin, je pense qu'on peut un petit peu se féliciter. J'espère que les personnes qui n'ont pas jamais collaboré avec nous vont pouvoir le faire aussi. Voilà. Marie-Ève, est-ce qu'on laisse à Donald le mot de la fin? Chloé, merci beaucoup pour cette excellente présentation. Encore une fois, je suis convaincu que tout le monde a encore appris au sujet de l'ICI. Et je suis convaincu que plusieurs personnes vont avoir des projets très intéressants à vous communiquer. Fait que, soyez prêts. Fait que, commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec l'ICI. Si vous avez des questions, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne année 2021. Merci et à bientôt.